Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Je voudrais revenir sur cette histoire de normopensants, atypiques, le monde, les relations entre nous, etc., etc. Bon, j'ai vu dans certains commentaires et aussi dans des discussions privées que ça n'avait pas été complètement bien compris. Bon, c'est normal, hein, on peut pas... Parfois, il faut se réexpliquer, c'est pas grave. On a pensé que je considérais que les gens qui travaillaient avec un boulot de salarié, etc., c'est des gens méprisables, mauvais, ou je ne sais pas quoi. En fait, j'ai mal expliqué. Moi, en fait, ce message-là, il s'adressait aux gens atypiques. Et les gens atypiques, comme moi et d'autres, nous souffrons énormément d'être mal jugés et d'être tout le temps montrés du doigt pour plein de choses, parce que nous sommes atypiques. Donc, quand je dis ne baissez plus la tête devant les normopensants, les gens salariés, esclaves modernes, etc., je le dis en tant qu'atypique qui s'adresse à d'autres atypiques. Maintenant, c'est là où je vais m'expliquer aujourd'hui. Il faut quand même bien comprendre une chose, parce que Allah il nous dit il y a des signes pour les doués d'intelligence. C'est-à-dire, Allah il nous invite en fait à observer le monde pour comprendre des concepts. Je prends un exemple qui me vient à l'esprit parce que je regarde par la fenêtre en ce moment. Si vous prenez l'herbe, qu'est-ce qui se passe? D'abord, il faut que les semences soient mises en terre. Donc il y a un processus. Une fois que les semences sont mises en terre, pour que l'herbe pousse, et pousse même très vite, il faut qu'il y ait de l'eau et du soleil. L'eau, c'est pour nourrir. Le soleil, c'est pour activer la photosynthèse, etc., et faire que l'herbe grandisse. Si vous n'avez qu'un des deux, que de l'eau, ben en fait, ça va devenir une sorte de boue dans lequel l'herbe va macérer, une sorte de marécage. Si vous avez que du soleil, l'herbe va devenir jaune, séchée, et avec le temps, ça deviendra de la terre, du sable. Et si vous avez les deux, ben vous avez la pousse de la végétation. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que dans le monde, dans tous les processus, qu'on peut multiplier cet exemple à l'infini, un enfant, il faut le sperme de l'homme, ovule de la femme, etc., etc. Tout est le fruit d'un mariage, d'un métissage, d'une association de plusieurs événements. La vie sur Terre, bon, d'après ce qu'on dit, moi je ne suis pas dans l'espace, donc il ne faut pas me faire rentrer dans les débats, comment est la Terre, ceci, cela, donc bon, moi je me contente de certains principes comme ils sont décrits. Donc il est dit que voilà, tout est à un emplacement exact, qui s'il y avait une variation de 0,1%, tout serait différent ici. Donc il y a la distance Terre-Soleil, il y a la distance Terre-Lune, les forces gravitationnelles, je ne sais quoi, etc., qui font que, voilà, tout le truc tient en place. Sinon, il y aurait des volcans, des tremblements de terre, la vie serait impossible, etc. Donc, en fait, bref, tout est le fruit d'un équilibre. Alors, j'en conviens, mon fils aîné me le disait, j'en conviens, et je le comprends, je suis pas bête ou obtus, que il faut des opérateurs. Il faut qu'il y ait des gens qui acceptent de conduire toute la nuit pour qu'il y ait des Uber la nuit, et des taxis, des bus, le matin tôt, à 4 heures du matin, les premiers bus. Je comprends, évidemment, qu'il faut des gens qui acceptent ces vies-là. Et je tolère, et je ne rabaisse pas du tout ces gens, au contraire, je me doute bien que ça doit être très dur parfois. Ça, c'est pas la question, en fait.
La question, c'est que je ne tolère pas que ces gens-là estiment que les seuls gens valables, acceptables et normaux sont des gens qui vivent comme eux. C'est un petit peu comme tous ces parents qui ont décidé que leur fils devait être médecin, ingénieur, je sais pas quoi, moi, informaticien, voilà, parce que ceci, parce que cela. C'est-à-dire qu'on te désigne un plan de vol, on te désigne un schéma de vie à ta place. Alors que, il suffit de voir, pour les gens qui ont de nombreux enfants comme moi, un enfant n'est pas l'autre. Un enfant n'est pas l'autre. Il y a des enfants expansifs, extravertis. Il y a des enfants timides et plutôt techniques. Il y a des enfants qui aiment le mouvement physique. Il y a des gens qui préfèrent être statiques parce qu'ils vivent dans leur tête. Nous ne sommes pas tous les mêmes et c'est voulu. Pourquoi ? Parce que le monde, pour fonctionner, doit être composé de différents types de personnes. Tout le monde n'est pas fait pour être militaire. Tout le monde n'est pas fait pour être policier. Tout le monde n'est pas fait pour être aide-soignant, professeur, etc. Professeur, vous savez, quand on parle des autres, on a tendance toujours à ne pas voir comment je vais dire, le mauvais côté ou le côté difficile. J'ai déjà entendu des gens dire « Ouais, mais les profs, ils ont 2 mois de congé, ils se la coulent douce, etc. » Vous savez, il faut se mettre dans une classe, hein, avec une vingtaine d'élèves, 8 heures par jour. Ça ne doit pas être facile, hein. Et les histoires, et le bruit, et les machins, et les copies, et les copiages, et les rebelles, ben, il faut gérer, quoi. Ça ne doit pas être de tout repos, faut pas croire. Donc, ce n'est pas du mépris, c'est que je voudrais simplement, par contre, que les parents, les gens, etc., les maris, les femmes, comprennent à un moment donné que la personne qu'ils ont devant eux, qui est leur fils, leur mari, leur femme, ne sont pas nécessairement comme eux. Et c'est pas parce qu'ils ne sont pas comme eux que ça en fait des gens étranges, bizarres. Enfin, moi, tout ce qu'on me dit depuis que je suis petit, en fait. Moi, si on reprend un bulletin scolaire de quand j'avais 14 ans, je pense, je me rappelle très bien parce que ça m'avait marqué. Il y avait mon prof de religion catholique qui avait écrit dans la section commentaires du bulletin. Michael est un enfant à part. Il est tel un stylite en haut de sa colonne, à l'écart du monde, avec ses propres pensées, ses propres conclusions et ses propres questions. Un truc du genre. Moi, à cet âge-là, je ne savais même pas ce que ça voulait dire stylite. Franchement, c'est un mot je trouvais un peu déplacé, hein, honnêtement, pour un enfant de 14 ans. Et mon père m'a expliqué qu'un stylite, c'était des Indiens qui allaient tout en haut d'une colonne, en hauteur, comme ça, et ils vivaient tout seuls là-haut, et ils se faisaient monter leur nourriture, je sais pas quoi, et ils vivaient tout seuls en haut de leur colonne. C'est un truc en Inde, je ne connais pas. Enfin. Alors ils ont fait vœu de vivre tout seuls. Bon après, je sais pas comment ça se passe pour se laver, pour aller aux toilettes, enfin bref. Il vaut mieux peut-être pas creuser. Donc, voilà. Donc ça date pas d'hier, cette histoire. Mais le problème, en fait, c'est pas qu'il y a des gens qui sont différents. Ça, bon, ben, ça me paraît assez normal et logique. Le problème, en fait, c'est la réaction des autres. C'est-à-dire que j'ai entendu les profs se plaindre, j'ai entendu mes parents se plaindre, j'ai entendu mes ex-femmes se plaindre. Ouais, à la fin, on est fatigué, tu vois. On est fatigué d'entendre des gens qui, tout le temps, n'acceptent pas comment vous êtes. N'acceptent pas, ou ne comprennent pas, ou n'arrivent pas à se projeter en disant, bon, ben, s'il est comme ça, c'est peut-être parce que ça. Et c'est ça qui est frustrant, et que j'ai réagi comme j'ai réagi, c'est en fait qu'il y a cette incapacité chez beaucoup d'êtres humains à comprendre que on peut très bien, parce que personne n'a dit que fait partie des droits des gens, enfin oui, fatalement ça fait partie de leurs droits, d'être un croyant, oui, ben on le voit, on ne s'est pas obligé quelqu'un à croire, par exemple. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut accepter que dans nos enfants, ou dans nos familles, il y a des gens qu'on aime bien, ou avec qui on a grandi, etc., ben, qui sont dans l'incompréhension de notre vision
idéologique et métaphysique du monde. Non, nous sommes le fruit du hasard, nous avons été des singes, et puis trucs, et puis voilà, quand nous mourrons, nous serons des tas de viande, nous serons dans le noir, c'est fini. Tu peux pas empêcher quelqu'un de croire à ça. Parce que comme je l'ai toujours dit, ça aussi, les gens ne le conceptualisent pas. Croire en rien, c'est croire en quelque chose. En rien. C'est-à-dire, je crois qu'il n'y a rien. Vous comprenez? Les gens pensent qu'il faut obligatoirement croire dans quelque chose de défini. Non, ne croire en rien, c'est ne croire en rien. Ça veut dire que s'il y a quelque chose, tu as eu une mauvaise croyance. C'est des choses qui sont basiques, mais que vous seriez étonné. Si vous dites à quelqu'un qui dit « je ne crois en rien, je suis un athée convaincu », on dit « ah, mais donc tu as une religion, c'est la religion du rien ». Ça veut dire que s'il y a quelque chose, tu as cru dans une fausse religion, dont le dogme était il faut être hédoniste, on ne vit qu'une fois, je bois, je mange, je profite de la vie, parce qu'après c'est fini. C'est une religion avec ses dogmes, avec sa vision, avec tout un modelage cérébral là-dessus. Donc aussi, fait partie de tout ça, je le vois souvent en commentaire, hein, les gens sont dans l'incapacité de comprendre que nous ne sommes pas les mêmes dans la foi, dans la vision de la vie, dans les questions qu'on se pose, dans les conclusions qu'on tire à certaines choses, dans les liens qu'on fait entre certaines choses, et aussi nous ne sommes pas les mêmes, par exemple, dans notre approche de la sexualité. Je vois bien qu'il y a des gens qui sont totalement presque dégoûtés par la question. Mais pourquoi en parler? Ça suffit, bande de pervers. On voit en fait que ça les dérange, tu vois. C'est un sujet qui les dérange. Ils en ont fait une espèce de tabou. Et rien qu'en parler, j'ai pas dit montrer ses attributs sexuels. Hein, on parle pas d'obscénité ou d'exhibitionnisme. Mais rien qu'en parler, c'est-à-dire parler de la vie en fait, puisqu'on provient tous. Je l'ai déjà dit et je le redis pour ceux que ça ne plaît pas, question de les réveiller. Nous sommes tous le fruit d'une verge qui a éjaculé à l'intérieur d'un vagin. Voilà, c'est comme ça. Ça vous plaît pas. Vous êtes sortis de là à votre naissance, dans les cris, dans le sang. Oui. Donc voilà. Ça vous plaît pas, c'est le même prix en fait. C'est comme ça. Voilà. À se rentrer dans la tête une bonne fois pour toutes, tu vois. Donc là aussi, on n'est pas les mêmes. Qui a des blocages, qui en a une vision négative, qui pense que c'est quelque chose de honteux, qui a des besoins très rares. Peut-être, j'ai connu comme ça des femmes, entre 2 et 7-8 jours après les règles. Voilà. Tu as une fenêtre de tir de 7 jours sur le mois. Le reste du temps, berk, pas envie, je sais pas, j'ai mal au ventre, indisposé, bientôt indisposé, bon, voilà. 7 jours. Alors si dans les 7 jours, t'es malade, t'es en déplacement, il y a de la visite à la maison, les enfants sont malades, tu te retrouves avec 0. Voilà, je m'excuse, hein, 1 + 1 = 2, tu vois. Si dans ces 7 jours-là, si vous êtes une femme comme ça, si dans ces 7 jours-là, il y a des imprévus, visite, enfant malade, truc, machin, ben il n'y a rien en fait. Et c'est comme ça que tu te retrouves avec des couples qui couchent 2 fois tous les 2 mois, 1 fois par-ci, 1 fois par-là. Voilà. T'as d'autres gens, s'ils ne couchent pas tous les jours, ils dorment pas. Ils ne trouvent pas le sommeil, ils n'ont pas de dopamine et de mélatonine. Voilà. Donc, nous ne sommes pas les mêmes à tous les niveaux. Alors la question, ça je pense que tout le monde a compris qu'on n'est pas les mêmes. La question c'est comment on vit ensemble. C'est ça la question. Parce que voilà, bon, en Europe, c'est un luxe, hein, on est dans l'individualisme. Maman est à Marseille, papa est à Lille. Moi je suis à Mulhouse et j'aime un gars de Toulouse. Bon, alors les gens sont là dans les TGV, tout le monde court à gauche à droite et on amène les enfants à l'Aix-Marie, 2 heures de train, la folie quoi. On n'est plus évidemment dans ma tante habite la rue d'à côté, mon grand-père au bout du village, mon père a été enterré à la sortie de la ville et ma mère habite la maison à côté de chez moi. On n'est plus là-dedans, rarement en tout cas. Donc ça veut dire que voilà, nous sommes maintenant dans un monde où les gens
ont développé leur grand moi. Moi, je veux vivre comme ça. Moi, j'accepte ceci. Moi, j'accepte cela, etc. Et donc, les différences se sont magnifiées, ça veut dire se sont amplifiées, parce qu'elles ont pu être nourries, comme l'herbe a été nourrie de pluie. Avant de recevoir du soleil, elle pousse beaucoup plus vite et plus fort. Il faut la tondre plus souvent quand on a un jardin. Donc maintenant, en fait, les herbes sont imbibées d'eau, on patauge tous dans la flotte. Problème, il n'y a plus de soleil. C'est-à-dire, il n'y a pas de fruits. Tout le monde est malheureux, tout le monde est sous antidépresseurs, tout le monde est dans des histoires pas possibles. Bon, je vous raconte même pas ce qu'on m'envoie parce que bon, dernièrement, je sais pas, j'espère que c'était une blague. J'espère. Si c'est pas une blague, bon, alors là c'est quelqu'un que j'ai dû bloquer. Hein. Je m'en excuse si c'est pas une blague, mais bon, honnêtement, il faut pas exagérer. J'ai reçu un message interminable d'une sœur convertie, mariée à, bon, je veux pas dire un gars de quel pays, parce que bon, j'ai pas envie que les gens se reconnaissent, mais avec des histoires rocambolesques. Il est fou de moi, mais moi je trouve qu'il m'aime trop. Il fait tout pour moi, mais en même temps, c'est pas comme je veux. Il n'a pas les habitudes culturelles de le faire plusieurs fois par jour. Moi, je tiens plus en place. Enfin, des trucs. Ou c'est une blague, c'était long, hein, donc c'est quelqu'un qui s'est donné du mal. Ou c'était une blague, ou c'était quelqu'un qui, bon, va pas bien, quoi. Et voilà, et puis, il y a toutes sortes de gens. Quand je dis va pas bien, c'est-à-dire, bon, il faut trouver quelqu'un qui est comme elle. C'est ça le problème. Alors, pour revenir à la question comment vivre ensemble, ben, soit on vit tout seul, et on évite tout ça. Ce que beaucoup de gens font à notre époque. Je suis tout seul avec mes chiens, avec mes chats, avec mes livres. Je suis dans ma grotte, quoi. Dans mon poulailler de ma tour HLM, quoi. De plus en plus de gens optent pour ça parce que c'est la solution de facilité, évidemment. Solution chère, parce qu'il faut se chauffer, il faut avoir des abonnements Internet, machin. Et quand on est tout seul, ben on a toutes les factures pour soi, donc c'est un prix. L'individualisme, c'est surtout destiné, normalement, quand on n'a pas de problème d'argent. Parce que c'est la vie en communauté qu'on fait qu'on peut économiser, évidemment. Moi, je le vois, hein, quand même. J'ai un enfant qui prend une douche, je garde l'eau, puis le deuxième va dans l'eau. Vous voyez, je commence pas... les chasses d'eau, même chose. Enfin bref, on paye un abonnement, on fait une grande casserole, on a une télé pour tout le monde. Si chacun vit dans son coin, ben c'est 4 télés, 4 bains, 4 chauffages, tout est multiplié. Donc la vie individuelle coûte cher, mais pour le moment, nous savons nous le payer, à coup d'RSA, de CAF et compagnie. Donc les gens ne doivent plus faire l'effort. Ça vous explique pourquoi la crise du mariage, la crise démographique de l'enfantement, c'est que les gens, il faut comprendre, c'est de la logique pure, hein, pure logique. C'est pas, faut pas avoir été faire de la sociologie 300 ans à l'université pour comprendre, faut pas croire ça. La pure logique froide, calme, vous aidera à comprendre beaucoup de choses compliquées. Alors c'est quoi? À partir du moment où vous postposez un mariage parce que il faut étudier, ou parce que j'ai pas l'argent pour payer la fête, et les meubles, et le machin. Bon. Donc chacun a ses raisons pour postposer. Ok. Ça veut dire, et je l'ai déjà dit, que depuis vos 12-13 ans, vous avez une sexualité en éveil qui ne trouve pas de chemin, qui est dans une impasse. Ça veut dire ce que ça veut dire. Frustration, masturbation, fantasme, etc. Alors, si ça dure 4, 5, 6 ans, c'est une chose. Si ça dure 10, 15 ans, c'en est une autre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ben, ils arrivent à l'âge de 24, 25 ans, ils sortent de leurs études, ils rentrent dans le monde du travail quand tout va bien, et puis, bon, ben, ils gèrent leur vie, quoi. Je me lève le matin, je prends le RER, je vais à la Défense, mes collègues, je travaille, je touche mon salaire, fiche de paye, RTT, ils rentrent chez eux, bon, voilà. Et ils trouvent un rythme de vie. Même si vous travaillez pas, ça change rien. Je me lève le matin, je téléphone à ma mère, puis je vais faire un peu de sport au Basic Fit, puis je reviens, je vois ma petite série, je me fais un petit café avec mon petit sandwich au thon,
Puis l'après-midi, je vais à mon cours de machin, de yoga, je sais pas quoi. Et puis voilà, les gens ont leur programme. Et je fais mon ménage, bon. Ils ont leur programme. Et une fois que tu es dans un programme depuis 5, 6, 7 ans, tout seul, toute seule, et que tu as développé toutes sortes de parades par rapport à la sexualité, qui va complètement la zapper? Ah non, moi je ne ressens rien, je ne sais plus, j'ai oublié. Ah oui, j'ai quelque chose entre les jambes, peut-être une erreur, je ne sais pas. Mais tout va bien, alhamdoulilah, peut-être je me marierai dans 5-6 ans, ça me pose aucun souci. Bah, de temps en temps, le matin, je suis un peu, ouais, je dois me nettoyer, mais enfin, rien de méchant. Voilà, vous avez ça, vous avez, ouais, j'y pense parfois, mais ça va, alhamdoulilah, j'arrive à me contrôler, par la grâce d'Allah, je jeûne, je fais du sport, ça me défoule, je me calme, bon. Puis vous avez ceux qui disent, ouais, bon, je limite la casse, je prends des péchés, mais j'évite zina, mais bon, c'est pas la joie. Vous avez toutes sortes de gens, en fait, suivant leur tendance, leur degré de foi, leur pratique, leur nature, leur testostérone, voilà. Mais une chose est sûre, pour tout le monde en tout cas, une fois qu'on a pris des habitudes et qu'on gère sa vie d'une certaine façon, ça devient extrêmement difficile, non seulement d'incorporer un étranger ou une étrangère là-dedans, qui aura d'autres habitudes, aura d'autres réactions, aura d'autres attentes, etc. Plus, par après, rajouter un enfant qui va s'imposer à nous. C'est-à-dire moi, le matin, si j'ai envie de dormir, parce que j'ai dormi tard la nuit, je me suis levé, la prière, machin, je ne peux pas. Interdiction. Parce que il y a le bus qui vient chercher mon premier fils à 7h15, et puis il y a les 2 suivants qu'il faut déposer à l'école entre 8h15 et 8h30. Donc, tu ne peux pas te recoucher. Et donc, comme tu es levé à pas mal de temps, ton cerveau se met à tourner, dans mon cas, et puis tu ne sais plus dormir. Tu dois attendre peut-être d'avoir mangé à midi pour espérer être fatigué pendant la digestion pour dormir. Bon. Donc, une femme, un mari, des enfants, ça s'impose à toi. Ça change ta façon de vivre. Et les êtres humains, par définition, n'aiment pas les changements. Je vous donne un exemple dont je me rappelle très bien. Quand j'étais en détention en 2014 et 2015, on vous attribue une cellule. Ta cellule, ça devient ta maison. Tu t'habitues à l'odeur, tu t'habitues à la couleur, tu t'habitues au lit, au matelas, aux matières, à plein de choses. Au bruit, à l'ordre de passage pour la bouffe, à l'ordre de passage pour la douche, à l'ordre de passage pour la balade. Tout ça est en fonction de ta cellule, tes sections, etc. Eh bien, croyez-moi, ça peut vous sembler complètement ridicule, mais c'est vrai, je l'ai vécu, donc je parle de quelque chose vécu dans ma chair. Quand on vous change de cellule, moi en 2 ans, je pense que j'ai fait 4 cellules. Je pense, ouais, 4. Sans compter les trucs d'avant pendant le procès, mais pendant les périodes d'attente, avant qu'on vous attribue une prison. Donc ça, je ne compte pas parce que c'était pas très long, mais dans la prison où vous êtes assigné, voilà, vous pouvez changer 4 fois en 2 ans, par exemple, parce que pour pas que vous preniez des habitudes, pour pas que vous appreniez, justement, que vous preniez vos aises, quoi. Eh ben, croyez-moi, quand on vous change de cellule, d'étage, de section, de voisins, vous êtes profondément bouleversé. Il vous faut 2-3 jours pour dédramatiser, en fait. Et moi, je me disais, mais c'est totalement absurde. La cellule se ressemble, bon, c'est des petits détails qui changent, qui a un miroir, qui a une plaque en métal réfléchissante, l'évier avec un robinet unique qui va à gauche, à droite, ou 2 robinets, les barreaux de la fenêtre qui sont un peu plus rouillés ou moins. Bon, c'est des détails. Mais votre esprit se programme sur votre habitude. Et quand il est déprogrammé, mais il a un choc. C'est pour ça que je sais que je me suis éparpillé, enfin c'est pas grave, vous avez l'habitude. C'est pour ça que j'ai envie de vous dire,
dans votre vie quand vous faites des changements, déménagement, quitter la maison de chez vos parents pour habiter seul, divorcer, se marier, avoir un enfant, tous les changements dans nos vies, il faut que vous compreniez qu'au début, c'est jamais facile. Et le problème, c'est que beaucoup de gens, ils lâchent au début. Très vite. Ils n'attendent pas de reprendre leur marque, que les choses se stabilisent. Ça arrive dans plein d'histoires. Je ne sais pas comment donner des exemples comme ça, mais... Par exemple, vous épousez une femme qui a des enfants, ou un homme qui a des enfants. Au début, c'est pas facile, hein. Faut vous habituer à l'homme, à sa maison, à ses enfants, à ses habitudes. Ça fait beaucoup de choses, j'en conviens. Mais si vous vous donnez pas le temps, et que vous vous dites dès le début, oh là là, c'est trop, je suis submergé, comment je vais faire, etc. Vous êtes condamné, en fait, à la solitude. Ou à trouver un hypothétique scénario facile qui peut-être Allah vous a pas assigné et qui n'arrivera jamais. Parce qu'avec le temps, les choses qui nous impactent deviennent des habitudes, des nouvelles habitudes. Au début, voilà, tout ce qui est nouveau est impactant, en bien ou en mal. Mais avec le temps, tout prend une ligne, c'est-à-dire, peut-être les enfants que vous ne connaissez pas, à force que vous allez les prendre à l'école, à force que vous mangez avec eux à table, ils vont tout doucement vous percevoir plus comme un visiteur étranger ou étrangère, mais comme faisant part de la famille, le statut va changer, la réaction des enfants va changer. Bon, enfin, soit, parce que là, on est nouveau dans le mariage et les trucs. Ok, je reviens au sujet. La question ici, c'est maintenant, comment on vit ensemble? Comment on fait? Voilà, j'ai un fils, je voulais qu'il soit ingénieur, mais manifestement, c'est un artiste. Il aime peindre, il aime dessiner, il n'y a que ça qui l'intéresse, il le fait bien. Qu'est-ce que je vais faire, en fait? Je vais le casser? Je vais lui dire, tu vas crever de faim, il n'y a pas de boulot là-dedans, sois raisonnable, reviens à la raison. Pour faire quoi, en fait? Qu'il fasse semblant, hypocritement? Je lui fais perdre des années, comme plein de gens. Il y a plein de gens, en Belgique, en France, partout. Ils s'inscrivent en médecine. Ils font 2, 3, 4 ans. Et à la fin, ils viennent chez leurs parents un jour, qui vite, qui tard. Papa, maman, désolé, mais moi je m'arrête là, la médecine, c'est vraiment pas fait pour moi, quoi. Je viens de m'inscrire en philo. Pourquoi est-ce qu'on veut qu'un enfant perde du temps parce qu'on veut le modeler sur nous? Et c'est comme ça pour tout. Ma première épouse, très gentille, femme au foyer, bonne mère, pas beaucoup de choses à reprocher, honnêtement, hein. Mais j'ai vu dès le début que les questions métaphysiques et spirituelles, elle était imperméable à ça. Oui, peut-être, je sais pas. Ah oui, ça c'est bien, mais ça je comprends pas. Tiens, il y a un livre sur le sujet si tu veux. Oui, mais bon, on verra. Enfin, il y a des gens qui sont imperméables, c'est-à-dire, c'est oui, mais on verra, je ne sais pas. C'est à peu près tout, quoi. Bon. Moi, je me suis acharné 12 ans. Parler, amener dans des conférences, acheter des livres, présenter des latinos musulmanes convertis qui étaient dans des groupes de trucs. Résultat nul. Résultat nul. Après le divorce, elle a foutu des statues de Bouddha, des phrases de Confucius, machin. Les frigos, il y a eu du champagne et du vin pour la visite. Et puis voilà, en fait. Et riba pour la maison. Bilan 0, 12 ans. Pourquoi? Parce que je n'ai pas voulu accepter qui était cette personne devant moi. Cette personne n'est pas intéressée dans la recherche de la vérité, dans l'étude de ce que Dieu a pu nous dire à travers ses livres saints,
n'est pas intéressée. Elle est intéressée par les huiles essentielles, la phytothérapie, les voyages, les musées, les vieilles pierres, et puis voilà. Point. Alors, qui est coupable? Qui est coupable? Elle ou moi? Elle est ce qu'elle est, hein, elle a annoncé la couleur. Hein. Ah ben, c'est moi. Et donc, ce que je veux vous dire, dans vos rapports humains, avec vos enfants, avec votre mari, avec votre femme, vos parents, à un moment donné, vous allez tous percevoir qu'il y a des différences. Différences de jugement, d'interprétation, de réaction, de troubles de l'enfance. Il y a des différences. De nature. Qui est artiste, qui est technicien, qui est ouvrier, qui est paresseux, il y a de tout. Bon. À un moment donné, ça ne sert à rien comment je vais dire, de mépriser les gens pour leurs différences. Et on en revient à l'histoire des normopensants et des atypiques. Si votre enfant est atypique, si votre mari est atypique, si votre femme est atypique, ou vous prenez avantage de la situation, c'est-à-dire, par exemple, j'ai un mari atypique, bon, mais il parle de sujets qu'aucun autre homme ne parle, il se pose des questions qu'aucun autre homme se pose comme question, il a des réactions bien à lui, il a une vision de la vie bien à lui, c'est pas tout repos, je suis fatigué, c'est un peu bizarre, mais au moins ça bouge. Le normopensant, d'accord, il est rassurant, il y a moins d'imprévus, il se casse moins la tête, il est plus prévisible, il est moins fatigant, mais qu'est-ce que je m'ennuie? Il faut choisir, on peut pas tout avoir. On peut pas tout avoir. Tu peux pas avoir la sécurité, la passion, le changement, la stabilité, la passion, la fidélité. Et il y a des choix à faire dans la vie. Il y a des choix à faire dans la vie et il faut comprendre que tout ça, c'est normal. Parce qu'il faut de tout pour faire un monde. Nous ne sommes pas tous capables d'ouvrir un ventre avec un bistouri, de se retrouver devant des boyaux et du sang et commencer à tripoter dedans pour enlever un truc et puis refermer avec des fils. Nous ne sommes pas tous faits pour ça. Nous ne sommes pas tous faits pour laver des morts. Pas. Tout le monde n'est pas fait pour ça. D'autres, oui. Nous ne sommes pas tous faits pour monter en haut de tours téléphoniques ou des grands arbres parce qu'il faut accrocher des fils 5G ou je ne sais quoi, ou parce qu'il faut élaguer un arbre de branches qui sont à 20 mètres du sol. Nous ne sommes pas tous faits pour ça. Et ainsi de suite. Et d'autres gens ne sont pas faits pour s'asseoir, réfléchir, écrire des textes, faire des audios ici. Tout le monde n'est pas fait pour faire des audios. Voilà, c'est comme ça. C'est pas que ceux qui n'en font pas sont mauvais. Ils sont peut-être mieux, mais ils savent pas l'exprimer. Parce qu'ils n'ont pas la faculté d'élocution. Moussa et Salam n'avaient pas la faculté d'élocution. Pourtant, voilà, c'était un personnage très important dans l'histoire religieuse du monde. Donc, la différence ne veut pas dire l'infériorité ou la supériorité. Mais quand je dis ne baissez pas la tête devant les normopensants, les esclaves modernes, etc., je le dis pourquoi? Je le dis parce que je ne veux pas que vous, en tant qu'atypique, vous soyez mal dans votre peau. Parce que je sais, puisque je l'ai vécu, que depuis petit, on vous montre du doigt. À l'école, vos frères et sœurs, vos parents, hein, votre ex-mari, votre ex-femme. Je sais ce que vous avez vécu parce que je l'ai vécu. Et donc, je le dis pour vous. Je ne le dis pas en mépris des normopensants, qui sont ce qu'ils sont. C'est Allah qui les a fait comme ça. Qui suis-je pour me rebeller sur la création d'Allah? C'est comme si je dis, les femmes. C'est pour ça que je n'aime pas quand on dit les femmes, les hommes, les noirs. Ouais, mais quoi? C'est la création, hein. Mais ça ne veut pas dire que parce que Allah, il a créé des gitans, que moi je dois vivre chez les gitans. Voilà, je peux dire, c'est la création d'Allah, mais moi, leur mode de vie, leurs coutumes, leurs réactions, c'est pas mon truc. Voilà, ça fait pas de moi un monstre, un fasciste, un raciste. Juste, voilà, on a des préférences dans la vie, c'est normal, hein.
On a des préférences. Moi, je comprends très bien, j'ai souvent entendu des sœurs, voilà, moi j'ai rien contre les noirs, je suis pas raciste, mais je ne souhaite pas en épouser un. Voilà, moi je comprends. Parce que moi j'ai un peu ça, entre guillemets, enfin, je croyais l'avoir, puis Allah il t'éduque. Moi je croyais être, comment on dit, hermétique à la couleur blanche. J'aimais pas, quoi. J'aimais bien les peaux basanées, noires, métisses, voilà. C'était mes goûts de départ, quoi. Puis voilà, et puis les choses changent, hein. Puis les choses changent, et puis un jour tu trouves une femme qui a la peau blanche, qui te plaît, voilà. C'est dans la vie, tout est en mouvement, tout est, on ne sait pas ce qu'on est il y a 10 ans, aujourd'hui, nos réactions, nos visions des choses. Aujourd'hui, quand je repense, par exemple, à ma vision de la religion en 2008, 2009, 2010, je me trouve très, très enfantin, en fait. Très naïf. Très, très naïf. Pourtant, j'étais pas tout jeune, hein. J'avais, combien? 35, 36, 37. C'est pas un enfant, hein. Ben, voilà. Comme quoi, dans la vie, il faut faire attention, parce que des fois, on peut se trouver soi-même étrange. Et dire, la personne que j'étais hier, je la comprends pas. La personne que je serai demain, je la comprends pas. Donc, nous sommes condamnés à être tolérants, même avec nous-mêmes. Sinon, on est tout le temps déçus, soit de notre passé, soit de notre présent. Ah, quand je pense, avant, j'étais très pratiquante, je faisais ci, je faisais ça, j'étais nia, maintenant. Ben oui, la vie nous transforme, elle nous émerveille, elle nous déçoit. Des fois, on a des coups de boost, des fois, on a des coups de blues. Des fois, on veut faire plein de choses, des fois, on veut plus rien faire, des fois, on a envie d'aimer, des fois, on est fatigué d'aimer. C'est la vie. Et la vie, il faut comprendre que c'est pas un modèle unique, c'est pas un moule unique, c'est la variété. Comme dans tout, voilà. Si on parle des chiens, les chiens, il y a 150 races, toutes les tailles, toutes les couleurs, tous les types de caractères. Rien que les chiens. Imaginez-vous si on parle de toute la création. Des milliers de poissons, centaines d'oiseaux, tout. Les champignons dans la forêt, il y en a qui sont comestibles, il y en a qui sont vénéneux, et voilà. Les serpents, tu as les couleuvres qui sont inoffensives, puis tu as le mamba qui te saute dessus depuis un arbre, qui t'étouffe, et qui te jette de l'acide dans les yeux. Il y a de tout. Et on doit vivre en acceptant qu'il y a de tout. La question, pour nous les musulmans, parce que quand même, voilà, on ne peut pas faire abstraction de ça, quand même. Pour nous les musulmans, c'est que, oui, il y a de tout, oui, on est tolérant, oui, on essaye de comprendre tout le monde, mais il y a des lignes rouges. Voilà, il y a des lignes rouges. Et ça, si on ne l'accepte pas, alors on est dans une société qui est invivable. Voilà. Ah, moi, je suis voleur, j'aime bien rentrer chez les gens quand ils dorment, vider leur frigo et chercher s'il y a des bijoux, et puis c'est ma nature, je suis comme ça. On peut pas dire oui, vous voyez? On peut dire, j'ai envie d'aller étudier la peinture, j'ai pas envie de faire médecin. Ça, on peut quand même, ça, on peut comprendre. Et on doit le comprendre. Mais on ne doit pas comprendre quelqu'un qui dit, ton petit garçon de 4 ans, il m'excite, donne-le-moi, je tiens plus en place. Moi, les femmes, ça me dit rien. Ah ben non. Tu vois? Donc c'est ça la religion, pour ceux qui comprennent pas. La religion, c'est dire aux êtres humains, vous êtes variés, vous êtes toutes sortes de gens, mais il y a des lignes rouges. Et vous avez des obligations. Vous avez des obligations. Moi, si je veux que mon enfant, le premier, ici des 3 petits, si je veux qu'il aille à l'école spécialisée, qui se trouve à une demi-heure de route de chez moi, et qui bénéficie d'une petite classe, de logopédie, de psychomotricité, d'assistance, hein, eh bien, ce n'est pas négociable, je dois le mettre dans le bus de 7h15. Tu n'es pas d'accord, tu dis que c'est trop tôt, ben tu l'amèneras toi-même, ou il sera exclu de l'école. C'est tout. C'est ça la vie, en fait. C'est ça la vie. Tu épouses un type chaleureux, alpha, testostérone, qui a du jus, qui a du speed, de l'énergie en lui.
Ah, ne lui fais pas le coup des chambres à part. Oh là là, t'es trop ci. Oh là là, t'es trop ça. Oh là là, je suis fatigué. Épouse un mort-vivant comme toi. C'est tout. C'est ça que... Moi, je m'énerve, en fait, des gens qui n'assument pas leur statut. C'est ça qui est abominable, en fait. Pourquoi? Voilà, regardez. Dans mon histoire à moi, par exemple. C'est des questions à laquelle j'ai pas de réponse. Pourquoi? Toi, première femme, qui veut une vie tranquille, faire son petit travail, faire son petit crédit, pas faire de vagues, être complètement dans la norme, etc. Pourquoi t'épouses un type excentrique? Tu vois depuis le début qu'il est excentrique. Le gars, il gueule en rue, il fait des scandales, il est plein d'énergie, trucs, machin, un rebelle. Pourquoi t'épouses ce type? Pourquoi? Pourquoi faire? Mystère. Deuxième, tu es hyper complexé, tu es très timide, tu n'aimes pas t'exposer, tu n'aimes pas parler, tu es silencieux, tu as tendance à la déprime, aux idées noires, à être très replié sur toi-même, très solitaire, très complexé. Pourquoi tu épouses un type public qui parle, qui communique, qui pense, qui est très physique, sexuel, machin? Pourquoi? Pourquoi faire? Tu souffres après, tu n'aimes pas, t'es déçu. Troisième, tu aimes bien les hommes qui sont dans une pratique très carrée, qui se posent pas trop de questions, qui philosophent pas beaucoup, qui sont pas occupés à faire des audios, à parler, à s'exprimer, qui ont des ex-femmes avec des enfants, ça te dérange, jalouse, machin. Pourquoi tu épouses un type qui fait des audios, qui a des enfants, qui a des ex-femmes, et qui a une histoire et un lourd vécu? Pourquoi faire? C'est ça le drama, vous voyez? C'est que les gens se dirigent vers d'autres gens, notamment pour se marier, qui ne leur correspondent pas. Vous comprenez quand même que le mariage, c'est pas facile. C'est normal. Au lieu de se gérer tout seul, on doit gérer une maison, un foyer, une famille. Donc non seulement une autre personne, mais en plus des enfants. Il y a la routine. Il y a le poids de devoir supporter. Moi, par exemple, quand mon fils aîné vient en visite, et pourtant on a plein de points en commun, ben, au bout de 2, 3, 4 jours, grand maximum, il a envie de retrouver sa solitude. Parce que ici, il y a mon rythme de vie, il y a les enfants, il y a le bruit, il y a toutes sortes de choses qui ne correspondent pas spécialement à sa vie. Alors vous voyez, quand on se marie, c'est pas pour 4 jours. Donc, ça signifie qu'il faut mettre toutes les chances de son côté. Et donc, ça veut dire que tu dois... C'est ce que j'ai dit à mon fils ce week-end quand on parlait de ce sujet. J'ai dit au final de toute cette histoire-là, parce qu'on parle. En fait, tu dois épouser qui? Parce qu'il faut quand même... Je ne sais pas si vous réalisez... Enfin, ça me submerge tellement, ça m'émotionne, mais... Je ne sais pas si vous réalisez la gravité que c'est de foirer son mariage, quoi. C'est un truc grave. Vraiment grave. Il y a des gens, ils s'en remettent jamais. C'est pas une rigolade, le mariage. C'est pas un truc, on joue à la roulette russe, allez, on va s'amuser un coup. Non, il y a des conséquences. Il y a des familles, il y a des engagements, il y a des locations d'appartements, il y a des enfants. C'est beaucoup de choses. Et il y a des divorces. Même 10 ans après, ils continuent à être dans les tribunaux et les histoires. Croyez-moi. C'est fou. Donc c'est une histoire sérieuse et importante. Ça signifie que, non seulement il faut... Moi, j'aime pas le truc de dire prendre son temps, parce que prendre son temps veut dire quoi? Que même s'il y a quelqu'un qui convient, qui passe tôt, tu dis, non, c'est trop tôt, je dois prendre mon temps, on verra quand je serai plus âgé. Non. Quand tu as la certitude, selon plusieurs faisceaux, que tu as croisé la bonne personne, tu dois te précipiter. Et c'est quoi la bonne personne? Finalement, on parle. C'est quelqu'un qui, soit te ressemble, ou soit ne te ressemble pas, mais est capable de s'aligner sur toi.
Ça veut dire, bon, moi je suis une femme un peu calmos, machin truc, mais j'ai la capacité de m'ajuster sur toi parce que je t'aime, parce que tu me plais, parce que tu déclenches des trucs en moi, alors je me transforme. Vous voyez? Il faut ou quelqu'un qui te ressemble, ou quelqu'un qui est dans un processus d'évolution et qui est capable de s'ajuster. Mais de dire, je prends une femme, parce qu'elle est voilée, elle est vierge, je tiens pas compte du fait que elle parle pas bien ma langue, elle comprend pas mon humour, elle partage pas ma vision de la sexualité, elle est pas dans mon rythme, elle est peu communicative, et ainsi de suite. Tu vas où, en fait? Où tu vas? Tu vas nulle part. Tôt ou tard, c'est le cercueil. Donc les gens, ils doivent quand même bien comprendre qu'il faut arrêter avec l'histoire. Bon, Moukabala, chez les parents. Alors, est-ce que tu es d'accord, la Hijra, dans 4 ans Inch'Allah, si Allah nous facilite. Bon, il faut arrêter, tu vois. On est dans une histoire sérieuse, où il faut parler des choses sérieuses, sans tabou. Sinon, c'est la cata, tu vois. Tu dis, moi je suis quelqu'un, j'aime bien la discrétion. Moi je suis quelqu'un, j'aime pas me faire remarquer. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien mes moments de solitude, mais je voudrais me marier. Ah, ma sœur, je comprends. Moi, écoute, je suis un peu plus machin, truc, bazar. Ça va être compliqué. Et puis, c'est tout. C'est pas parce qu'on est différent, que ça ne va pas, que c'est la fin du monde. C'est mieux le dire au début qu'après. Parce qu'il y a tellement... Vous savez, c'est quoi le point commun des 2 dernières femmes que j'ai eues qui sont en fait les 2 seules labellisées musulmanes, puisqu'avant c'était pas une musulmane la première. Donc voilà. Vous savez c'est quoi le point commun? Elles se sont mariées en désespoir de cause. C'est un mariage par défaut, vous comprenez? Ils trouvaient pas dans leur bled, ils sortaient d'un célibat après un divorce mal vécu. Tu arrives en bout de course en fait, c'est-à-dire bon... J'ai rien trouvé, ben, le gars il convient pas, mais bon, il a l'air gentil, mais bon, il a l'air dans la religion, mais bon, c'est un copain à mon père. Vous voyez? Ça marche pas ça. Le mariage, il faut une conviction, pas les trucs par défaut. Mais là pour le coup, c'est ma faute. Faut pas accepter des femmes dont tu vois que c'est par défaut, pas par amour, que c'est juste comme ça, bon... Parce que le mariage, je vous dis, c'est une entreprise lourde. Il faut bien savoir où on met les pieds. C'est pas du tout un truc comme ça, comme à l'ancien temps, je prends une boniche et puis bon, moi je suis tout le temps dehors, je fais du commerce, je vais à la guerre et trucs. Et ma femme, je la croise une fois de temps en temps. Non, maintenant on vit à 2, beaucoup, longtemps, et il faut quelqu'un qui est capable, dans ta vie, de s'aligner. D'ailleurs, bon, j'en profite, on a déjà 48 minutes, super. J'en profite pour m'excuser. Je m'excuse, vraiment. Voilà, j'ai reçu des mails, enfin, j'en reçois tout le temps, hein, dernièrement, des mails très polis, voilà, de certaines sœurs qui veulent se marier, etc. Je m'excuse, je n'ai pas répondu. Je les ai lus, je n'ai pas répondu parce que je ne suis pas anti-femme ni anti-mariage, hein. Jamais je ne le serai, j'ai toujours dit, les femmes m'ont beaucoup déçu, mais dans aucune manière je vais dire qu'on peut vivre sans elles, etc. Moi je suis un homme normal, j'ai besoin d'une femme dans ma vie, etc. Pas de problème. Mais je vous avoue que je deviens un peu sceptique, quoi. Je deviens sceptique. Moi en fait j'ai compris... J'ai besoin d'extravagance sentimentale, en fait. Moi, le truc, par défaut, t'as l'air gentil. Moi, je suis trop passionnel pour ça, en fait. Moi, il me faut de la passion, ou je préfère rien, en fait, voilà. Le truc par défaut, où on m'a dit que... Parce que ça va sauter très vite. Une fois que vous allez voir, la campagne, les enfants... C'est la puissance de la passion qui fait qu'on accepte les aléas, les inconvénients, parce qu'on est complètement passionné, vous voyez. Si c'est juste un truc comme ça, je suis seul, j'arrive pas à me caser, moi aussi j'ai des enfants, mais bon, non,
le mariage et la vie à deux, ça doit être quelque chose de très passionnel. Enfin, avec des gens comme moi, je parle. Attention, d'autres gens sont moins, voilà. Moi, je ne suis pas dans le truc par défaut. Je l'ai vécu 2 fois de suite, chaque fois avec 3 enfants. Et c'est fou les similitudes. Hein. L'une, quand on dit les dates, oui, mais c'est pas moi qui les fais. Hein. La première est née un 30 août, la deuxième un 27 août. Beaucoup de similitudes, c'est incroyable en fait. Vous voyez, à un moment donné, tu te poses des questions en fait, tu vois. Tu dis, oh, mais attends, alors, je n'attire que des gens par défaut, que des gens froides, que des gens qui ne savent pas se livrer, que des gens avec des déprimes, des traumas. Donc, si un jour ça doit se refaire, ça doit vraiment être une conviction profonde, plus un truc comme ça, tiré aux fléchettes au hasard. Je m'excuse, voilà, bon. Après, moi, pour ne pas faire de dégâts, je préfère ne pas répondre. Pour pas commencer à installer un dialogue, et nourrir des espoirs de part et d'autre. Pour le moment, je suis dans ma période très sceptique. Voilà. Sans compter que, bon, je connais une personne mais connaître, je veux pas dire être marié. Hein. Je connais une personne qui, voilà, me plaît sur pas mal de points. Mais, voilà, impossibilité technique de se marier, pour des raisons que je vais pas développer. Donc, bon, oui, pas marié, mais en même temps, pas spécialement libre. Mais enfin, voilà, bref. Donc, ça aussi, il faut annoncer la couleur, les gens. Il faut dire, moi, écoutez, si vous êtes comme ça, il vaut mieux pas s'adresser à moi. Moi, par exemple, les mariages par défaut, moi, je fais pas, en fait. Des trucs sans conviction, sans passion, où on est très vite dans les reproches, les trucs... je sais pas. Enfin, chacun sa nature. Hein. Quand on l'a vécu, on sait c'est quoi. On n'est pas très chaud pour ça. Bon, voilà, je sais plus. J'espère l'avoir tout dit. Oui, enfin, le fond du truc, au bout d'une heure, c'est bien de s'en rappeler. Le fond du truc, c'est de dire, soyez tolérants en fait. En dehors des lignes rouges, soyez tolérants. Oui, mon fils est un artiste. C'est comme ça. Oui, mon mari, il a besoin de s'exprimer, il est public, c'est comme ça. Ça veut pas dire que c'est un sale type qui va me tromper. Peut-être le mari, il est gentil, silencieux, qui va au travail, qui dit je fais des heures supplémentaires. Peut-être c'est lui qui va c'est lui qui va avec une maîtresse pendant l'heure du midi, pendant que je crois qu'il est au travail. Et l'autre qui est public, qui reçoit plein de messages, de femmes, de trucs, il fait rien en fait. Il y a ça aussi, les gens, ils ont des phobies, ils ont des schémas préétablis, etc. Moi, par exemple, honnêtement, hein, parce que vous savez bien que j'en ai rien à faire de ce qu'on pense de moi, donc si je dis quelque chose, c'est que c'est vrai, quoi. Moi, je suis pas un trompeur, par exemple. Moi, je suis un gars qui trompe pas, même quand je suis pas bien, même quand la situation n'est pas bonne, c'est-à-dire chambre à part, problème. Moi, je ne sais pas tromper, en fait. Je ne sais pas coucher dans le dos, trucs comme ça, quoi. Bon, voilà. Mais on peut croire. Ah, il parle de sexe. Ah, il est public. Ah, il reçoit des mails. Oui, mais je trompe pas. Et je connais d'autres gens qui sont beaucoup plus calmes, mais beaucoup plus sournois et vicieux. Eux font des choses dans le dos. Et puis après, ils disent, quoi, lui, j'aurais jamais cru. Les histoires, si je vais vous raconter, vous tombez de vos chaises, quoi. Faut se méfier des apparences aussi, hein. Faut faire attention. Mais voilà, bon, après... Puis après, il y a la vie, hein. Il y a le destin. On ne sait jamais tout prévoir. La vie, il faut la vivre. Comme j'ai dit, on est là pour apprendre des choses. Et parfois, on apprend dans la souffrance, dans les échecs. Comme ça. C'est pas au bord d'une piscine avec un jus de fruits, à jouer à des jeux sur son téléphone qu'on va apprendre la vie. Hein. À Dubaï avec des boniches qui vous apportent à boire à la piscine. Hein. C'est pas comme ça que vous allez apprendre la vie. Hein. Faut quand même le comprendre. Là, t'apprends rien en fait. Tu bouffes, tu dors, tu t'ennuies, puis comme tu t'ennuies, tu vas sniffer de la coke et puis voilà quoi. On connaît la suite. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.